Une classe de maternelle remplie de jeunes élèves a disparu au cours d'une excursion, disparaissant mystérieusement sans laisser de traces, laissant les autorités se perdre en conjectures, mais sans véritable piste. Mais 8 semaines plus tard, un pêcheur local a retiré un sac en plastique de l'océan voisin. Une découverte qui allait changer toute l'affaire et révéler ce qui était réellement arrivé aux enfants. Daniel Roux serre le volant de sa berline à pleine main, les yeux fixés sur la route côtière sinueuse qui s'étend devant elle. L'autoroute s'étire devant elle comme un ruban d'asphalte, l'emportant vers un endroit qu'elle n'aurait jamais pensé visiter un jour. Un quai de pêche, isolé, où la première preuve tangible de la disparition de ses élèves avait fait surface après 8 longues semaines d'angoisse. Son téléphone était posé dans le porte-gobelet, connecté par Bluetooth aux haut-parleurs de sa voiture. La voix de l'inspecteur Marc Évrard emplit le véhicule, claire et pressante. Madame Roux, j'ai besoin que vous veniez le plus vite possible. Un pêcheur local a remonté quelque chose que vous devriez voir. Quelque chose qui pourrait être lié à vos élèves. Je suis déjà en route, dit Daniel, la voix plus ferme qu'elle ne l'était. Qu'ont-ils trouvé exactement? Il y a eu une pause sur la ligne. Un sac en plastique contenant plusieurs sacs à dos d'enfants. Des couleurs vives, à peine abîmées par l'eau. Le pêcheur a dit qu'ils étaient alourdis par des pierres. Le cœur de Daniel a battu la chamade. Les cartables, les sacs de l'école primaire de la Côte-Verte. C'est ce que vous devez confirmer. Le pêcheur les a trouvés dans son filet au large de la baie de Saint-Malo. Je m'y rends avec mon équipe. Nous devrions arriver dans l'heure. Je serai là plus tôt, promet Daniel en appuyant un peu plus fort sur l'accélérateur. Après avoir mis fin à l'appel, les yeux de Daniel ont dérivé momentanément vers la photo accrochée à son pare-soleil. 15 enfants de maternelle souriants, entourés d'elles-mêmes et des 2 autres adultes qui les avaient accompagnés lors de cette fatidique excursion à la ferme de la vallée, sur la côte verte. Madame Laurence Benoît se tenait à gauche, ses cheveux bouclés pris dans le vent, et l'entraîneur Thierry Martin à droite, sa carrure athlétique et son sourire facile le faisant ressembler davantage à un grand frère qu'à un enseignant. C'était censé être la dernière sortie de l'année scolaire, une récompense pour les enfants avant les vacances d'été, une chance de voir de près les animaux de la ferme, d'apprendre à cultiver et de profiter du soleil. Personne n'aurait pu prédire qu'elle se terminerait par la disparition de 17 personnes sans laisser de traces. Le souvenir de cette journée hante encore ses rêves. Alors qu'elle était dans la ferme avec M. Claude Berger pour finaliser la paperasse, Madame Benoît avait emmené les enfants dans le champ de blé avec l'entraîneur Martin. Lorsque Daniel est revenu, ils avaient disparu. Tous. Aucune trace, aucun indice, juste des champs vides et des ouvriers agricoles désorientés. Pendant près de 2 heures, Daniel a conduit sans s'arrêter, même pour faire le plein. Sa jauge d'essence est inférieure à la moitié lorsqu'elle atteint le port de Saint-Malo, mais elle s'en moque. La vue des véhicules de police regroupés près du bord de l'eau a provoqué une poussée d'adrénaline dans son organisme. Elle se gara au hasard à côté d'une voiture de patrouille et en sortit d'un bond, sans prendre la peine de verrouiller sa porte. Le port sentait le sel, le poisson et le diesel. Des mouettes tournoyaient au-dessus de sa tête, leurs cris ponctuant l'atmosphère tendue, tandis que Daniel se précipitait vers le groupe d'officiers. L'inspecteur Évrard la repère et lui fait signe de s'approcher. Grand et large d'épaules, avec des cheveux poivre et sel, l'inspecteur avait été une présence constante dans sa vie depuis la disparition. Madame Roux, merci d'être venue si vite, lui dit-il en la guidant vers un bateau de pêche usé par le temps où un homme d'une 60aine d'années discute avec un officier en uniforme. C'est Bruno Gillet, le pêcheur qui a trouvé les sacs. L'homme se tourna vers eux, le visage durci par des années d'exposition au soleil. Il fait un signe de tête à Daniel, l'air sombre. Madame, je suis vraiment désolé pour vos élèves. J'étais dehors ce matin, espérant une bonne prise, quand mon filet a accroché quelque chose de lourd. Je l'ai remonté et j'ai trouvé ça. Il montre un grand sac en plastique noir posé sur le pont de son bateau. Merci de l'avoir rapporté, dit Daniel, la voix chevrotante. Je peux? Le détective acquiesce et l'aide à monter sur le bateau. Nous avons tout photographié sur place, mais nous avons besoin de votre confirmation.
Bruno explique à nouveau comment il pêchait en eau plus profonde, lorsque son filet a attrapé le sac en plastique au fond de la mer. À l'intérieur se retrouvaient plusieurs sacs à dos colorés, encore éclatants malgré le temps passé sous l'eau. Daniel s'est accroupi à côté du sac en plastique. Un agent lui a tendu des gants en latex qu'elle a enfilés avant d'ouvrir le sac avec précaution. À l'intérieur se trouvaient 6 sacs à dos d'enfants aux couleurs vives: rouge, bleu, orange, rose, vert et violet. Dès le premier coup d'œil, Daniel s'en aperçoit. Ce sont nos sacs d'école, confirme-t-elle, la gorge serrée. Chaque enfant de l'école primaire de la Côte-Verte en reçoit un au début de l'année. Les mains tremblantes, elle attrape le sac à dos bleu qui se trouve au-dessus. En l'ouvrant avec précaution, elle trouve ce qu'elle cherche. Une petite étiquette blanche cousue à l'intérieur avec un nom écrit au feutre indélébile. Antoine Lefebvre. Elle montre l'étiquette à l'inspecteur Évrard. Cela appartient à l'un de mes élèves. Son regard se porte sur les cailloux qui se trouvent dans le sac. Elles ne proviennent pas de l'école. Quelqu'un les a mis là délibérément pour faire couler les sacs. L'inspecteur a hoché la tête d'un air sinistre, tandis que les agents retiraient soigneusement chaque sac à dos du sac en plastique, documentant chacun d'entre eux. Daniel a confirmé 5 autres noms: Amélie Dubois, Julien Moreau, Emma Laurent, Noah Blanc et Zoé Garnier, tous ses élèves disparus. D'après leur état, ils ne sont pas restés longtemps dans l'eau, observe l'inspecteur Évrard. Les couleurs sont encore vives. Le tissu ne s'est pas beaucoup détérioré. Je dirais quelques jours tout au plus. Bruno acquiesce. Ces rochers n'étaient pas assez lourds pour les maintenir au sol de façon permanente. Celui qui a fait ça ne les a pas ancrés correctement. Le courant les a probablement déplacés jusqu'à ce que mon filet les accroche. Y en a-t-il d'autres là-bas ? Demande Daniel en scrutant l'horizon comme si la baie pouvait apporter des réponses. C'est possible, répond le détective. S'il y en a, soit ils sont encore au fond de la mer, soit ils vont s'échouer quelque part le long de la côte dans les jours à venir. Daniel regarde les officiers vider soigneusement les sacs de l'excédent d'eau de mer et les placer dans des conteneurs de preuves. Qu'est-ce que cela signifie ? Demande-t-elle à voix basse. Ont-ils été kidnappés ? Ou sa voix se brise. Sont-ils morts ? L'inspecteur Évrard l'a entraîné à l'écart des autres en parlant à voix basse. S'ils ont été tués et jetés dans la baie, nous aurions déjà trouvé des corps. Les courants d'eau, les corps vivants marins ne restent pas cachés longtemps en pleine eau. Le fait que nous n'ayons trouvé que des sacs lestés suggère qu'il s'agit plutôt d'un cas d'enlèvement. Par Madame Benoît et l'entraîneur Martin, demande Daniel incrédule. C'est possible. Ou peut-être qu'ils ont tous été enlevés par une tierce personne, dit l'inspecteur. Beaucoup de camions passent par la Côte-Verte. C'est un endroit isolé, avec un minimum de sécurité. C'est une possibilité que nous devons envisager. Il jette un coup d'œil à sa montre. Je veux retourner au commissariat et passer en revue tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. Demain, nous retournerons à la ferme pour un nouvel examen. Avec ces nouvelles preuves, nous devons reconstituer l'origine de ces sacs. Daniel regarde les officiers charger les conteneurs de preuves dans leur véhicule. Un autre agent s'approcha et parla doucement à l'inspecteur Évrard, qui soupira avant de se retourner vers Daniel. « Madame Roux, je dois être franc avec vous. Avec ce développement qui pointe vers l'enlèvement, nous devons réexaminer tous les suspects possibles, y compris vous. » Daniel le regarde, stupéfaite. « Moi ? Mais j'ai coopéré pleinement depuis le début. » Je sais, et j'apprécie cela, mais le fait est que vous n'étiez pas avec le groupe quand ils ont disparu. Nous devons être exhaustifs, éliminer toutes les possibilités. J'aurai besoin d'accéder à vos communications, relevés téléphoniques, courriels, médias sociaux. Daniel voulait protester, mais elle savait que ça ne ferait que la faire paraître suspecte. Très bien, tout ce dont vous avez besoin, je n'ai rien à cacher. L'inspecteur a acquiescé, faisant signe à un officier à proximité. L'agent Mons va vous raccompagner au poste. Nous réglerons cela là-bas. Alors que Daniel retournait à sa voiture, le poids de la suspicion lui semblait plus lourd que jamais. 17 personnes disparues, et d'une certaine manière, elle était à la fois le témoin principal et un suspect. L'ironie de la situation ne lui a pas échappé lorsqu'elle s'est glissée derrière le volant,
l'officier Mand s'installant à ses côtés sur le siège passager. Le trajet jusqu'au poste de police lui parut interminable. Daniel ne pouvait s'empêcher de penser à ses 6 petits sacs à dos, autrefois remplis de collations et de livres de coloriage, aujourd'hui bourrés de pierres et jetés dans la baie. Elle a jeté un coup d'œil à l'officier Mand, qui était assis stoïquement sur le siège passager. « C'est ridicule, vous savez, dit-elle enfin, rompant le silence. Si j'avais quelque chose à voir avec leur disparition, pourquoi serais-je encore là? Pourquoi n'aurais-je pas disparu moi aussi? L'agent Mans maintient son attitude professionnelle. Madame, nous ne faisons que suivre le protocole. L'inspecteur Évrard fait preuve de minutie. Daniel soupire. Daniel soupire. Tout le monde fait son travail. Le reste du trajet se déroula en silence. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au commissariat, Daniel suivit l'agent Mandet à travers les couloirs familiers jusqu'à une petite salle d'interrogatoire où attendait l'inspecteur Évrard. « Merci pour votre coopération continue, Madame Roux, dit-il en désignant une chaise en face de lui. Je comprends que c'est frustrant, mais nous devons être méthodiques. Daniel s'assied et pose son téléphone, sa tablette et son ordinateur portable sur la table entre eux. Voilà tout ce qu'il y a. Tous mes mots de passe sont les mêmes. Ma date de naissance suivie du nom de jeune fille de ma mère. Vous avez déjà eu accès à tout cela auparavant. Je sais, mais avec ce nouveau développement, nous devons tout revoir. L'inspecteur prend des notes pendant que Daniel donne ses mots de passe. Maintenant, j'aimerais que vous me fassiez revivre cette journée une dernière fois. Daniel ferme brièvement les yeux, rassemblant ses pensées. C'était la dernière sortie scolaire de l'année à la ferme de la Vallée sur la côte verte. Nous sommes arrivés vers 9h30. Les enfants étaient enthousiastes. La plupart d'entre eux n'étaient jamais allés dans une ferme auparavant. Madame Benoît et coach Martin ont emmené les enfants voir les champs de blé pendant que j'allais avec Monsieur Berger à son bureau pour finaliser le paiement et les formalités administratives. Combien de temps avez-vous été séparés du groupe? Peut-être 30 minutes. Je n'ai pas vérifié l'heure exactement. Monsieur Berger et moi avons commencé à parler des difficultés financières de la ferme. Il a mentionné que les rendements en blé se dégradaient chaque année à cause du changement climatique et il espérait que des visites éducatives comme les nôtres pourraient apporter un revenu supplémentaire. Daniel marque une pause, se souvenant de la conversation banale qui avait précédé le désastre. C'était juste une petite conversation. Lorsque j'ai terminé la paperasse et que je suis retourné dans le champ de blé, tout le monde était parti. Au début, j'ai pensé qu'il s'était déplacé dans une autre partie de la ferme, mais M. Berger a rassemblé ses ouvriers et personne ne les avait vus. Sauf Denis Quinton, dit l'inspecteur Évrard. C'est vrai. C'est l'ouvrier agricole de longue date de M. Berger. Il était censé faire visiter le groupe, mais il a dit qu'il les avait quittés brièvement pour aller chercher du matériel de présentation dans la grange. Il a prétendu n'être parti que 10 minutes, mais quand il est revenu, il s'était volatilisé. L'inspecteur Évrard prend note. « Et vous n'avez rien entendu? Pas de cris? Pas d'agitation ?» Daniel secoue la tête. La ferme est assez éloignée du champ de blé et le bureau de M. Berger fait face à la direction opposée. Je n'ai rien entendu. L'inspecteur l'étudia un long moment. « Vous comprenez que votre position est compliquée? Vous êtes à la fois notre témoin principal et quelqu'un qui a profité de ne pas être présent lorsque tout le monde a disparu. » Daniel se hérissa. « Bénéficier? En quoi ai-je bénéficié d'un avantage? J'ai perdu mon travail. » La commission scolaire m'a renvoyé sans compensation ni procédure régulière. Personne ne veut m'embaucher avec cette affaire sur la tête. Je vis sur mes économies depuis des semaines. J'ai perdu des amis, le respect de la communauté. Sa voix se fissure, sans parler de la culpabilité avec laquelle je vis chaque jour. L'expression de l'inspecteur Évrard s'adoucit légèrement. Je comprends que cela a été difficile, mais nous devons suivre toutes les pistes, examiner toutes les possibilités. Un officier subalterne est entré dans la pièce et a chuchoté quelque chose à l'inspecteur, qui a hoché la tête avant de se retourner vers Daniel. Nous allons vérifier vos comptes et vos communications. Veuillez attendre ici. Il y a de l'eau et une machine à café si vous en avez besoin.
Laissé seul dans la salle d'interrogatoire stérile, Daniel s'affaisse sur sa chaise. 8 semaines de suspicion, de regards accusateurs des parents, de nuits blanches à se demander ce qui était arrivé à ses enfants. Ses enfants, en quelque sorte, avaient fait des ravages. Elle avait perdu du poids, ses vêtements pendaient mollement sur sa carrure. Des cernes avaient élu domicile sous ses yeux. Si seulement elle avait insisté pour s'occuper elle-même de la tournée, au lieu de déléguer à Madame Benoît et à l'entraîneur Martin. Si seulement elle avait rempli les formalités administratives plus rapidement. Si seulement elle avait pris de leurs nouvelles plus tôt. Les hypothèses tournent en boucle dans son esprit tandis qu'elle attend, seule avec sa culpabilité et le tic-tac de l'horloge murale. Près d'1 heure plus tard, l'inspecteur Évrard revint, une expression neutre sur le visage. « Nous avons bien vérifié vos communications. Il n'y a rien de suspect dans votre historique d'appel, vos textes, vos courriels ou vos interactions sur les médias sociaux. Ah, vos dossiers financiers sont conformes à vos déclarations. » Daniel expire lentement. « Alors, je suis libre de partir ? » ?»« Oui, mais je vous conseille de rester chez vous et disponible. Nous enquêtons toujours sur ces nouvelles preuves, et il se peut que nous ayons besoin de vous parler à nouveau. » Il marque une pause. « Nous informerons les parents de la découverte des sacs à dos aujourd'hui, mais nous ne prévoyons pas de communiqué de presse pour l'instant. S'il s'agit d'un enlèvement, alerter les auteurs pourrait mettre les victimes en danger. » Daniel acquiesce et rassemble ses affaires. « Et demain, vous avez parlé d'une nouvelle visite à la ferme. » »« Oui, mon équipe et moi-même nous y rendrons dans la matinée. Nous avons besoin d'un autre regard sur le site avec cette nouvelle perspective. » Daniel se leva, épuisé. « S'il vous plaît, tenez-moi au courant. Ces enfants, ils sont tout pour moi. » L'inspecteur acquiesça solennellement. « Nous ferons tout notre possible pour les retrouver. » Il était un peu plus de midi lorsque Daniel sortit du commissariat, plissant les yeux face à la lumière crue du soleil. Son estomac grondait, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis la veille au soir, mais la nourriture était la chose la plus éloignée de son esprit. Le poids de la découverte du matin, 6 petits sacs à dos remplis de pierres jetées dans la baie, lui pesait comme un fardeau physique. Elle s'est glissée dans sa voiture et est restée immobile pendant plusieurs minutes, fixant la photo de sa classe. 15 visages innocents la regardaient. Leur avenir était radieux et sans limite, le jour où la photo a été prise. Aujourd'hui, 8 semaines plus tard, leur destin reste inconnu. Sur un coup de tête, Daniel a démarré sa voiture. Elle ne pouvait supporter l'idée de retourner dans son appartement vide, où les murs semblaient se refermer chaque jour. Au lieu de cela, elle se dirigea vers l'ouest, vers la côte verte et la ferme de la vallée. L'inspecteur Évrard viendrait demain avec son équipe, mais Daniel ressentait un besoin désespéré de revoir l'endroit de son propre chef, de marcher sur le terrain où ses élèves avaient disparu et peut-être de trouver quelque chose, n'importe quoi, qui aurait pu être négligé. Le trajet dura près d'1 heure, le paysage passant progressivement d'une banlieue tentaculaire à des terres agricoles vallonnées. La ferme de la vallée apparut à l'horizon, sa grange rouge usée étant visible depuis la route. Daniel s'engagea dans l'allée de gravier, la poussière s'élevant derrière sa voiture à mesure qu'elle approchait de la ferme principale. Elle se gara et sortit, la chaleur de midi l'enveloppant immédiatement. La ferme ressemblait exactement à ce qu'elle était il y a 2 mois. Des champs de blé qui s'étendaient à l'horizon, quelques vaches qui broutaient dans un pâturage éloigné, la vieille grange rouge qui se dressait en sentinelle au-dessus de tout cela. Daniel s'approche de la ferme et frappe à la porte. Au bout d'un moment, Claude Berger ouvrit, la surprise se lisant sur son visage usé par le temps. « Madame Roux, » dit-il, ne s'attendant manifestement pas à la voir. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?»« Je suis désolé de débarquer à l'improviste, Monsieur Berger, » dit Daniel. « J'avais juste besoin de revoir l'endroit. Il y a eu un développement dans l'affaire. » Les sourcils de M. Berger se haussent. « Oui, j'ai reçu un appel du commissariat. Ils ont trouvé des sacs à dos et ils viendront demain pour refaire le tour des lieux. » Daniel acquiesce. Un pêcheur les a ramenés de la baie de Saint-Malo ce matin. Les cartables des enfants lestés de cailloux. Le visage de Berger pâlit. « Mon Dieu, entrez, s'il vous plaît. » Daniel pénètre dans l'intérieur frais de la ferme. C'était un espace simple et fonctionnel.
Des planchers en bois, des meubles pratiques, quelques photos de famille défraîchies sur les murs. Alors qu'est-ce que cela signifie? Demanda Berger en lui tendant une chaise à la table de la cuisine. Sont-ils? La police pense qu'ils ont été kidnappés, interrompit Daniel, incapable d'envisager une autre solution. Par les professeurs qui étaient avec eux ou par quelqu'un d'autre qui les a trouvés par hasard. Avant que Berger ne puisse répondre, Denis Quinton surgit d'une pièce adjacente, l'air circonspect. « Monsieur Berger, je dois vous parler de l'irrigation du champ sud. » Berger acquiesce. Dans un instant, Denis, Madame Roux est revenue jeter un coup d'œil à la ferme. Il y a eu un nouveau développement dans l'affaire des enfants disparus. Les yeux de Denis se rétrécirent presque imperceptiblement. « C'est vrai? J'espère qu'ils les retrouveront bientôt. » Il se tourne vers Berger. « L'affaire de l'irrigation est plutôt urgente, monsieur. »« J'en ai pour 1 minute, » lui assura Berger avant de se retourner vers Daniel. « Voulez-vous jeter un coup d'œil? » « Je peux demander à Marie de vous montrer le domaine. Ce serait très utile. »« Merci, » répondit Daniel. Berger appela Marie, une jeune ouvrière agricole qui apparut quelques instants plus tard. « Je vous prie de faire visiter la propriété à Madame Roux. Elle aimerait revoir les endroits où elle s'est rendue lors de l'excursion. » Marie acquiesça, l'expression curieuse mais bienveillante. Marie acquiesce, l'air curieux mais bienveillant. « Par ici, madame. » Ah, Daniel suivit Marie à l'extérieur, le soleil tapant impitoyablement sur elle, tandis qu'elle traversait la cour poussiéreuse en direction des champs de blé. « Je retraçais l'itinéraire que nous avions emprunté ce jour-là, » explique Daniel. « Nous sommes arrivés en bus. Les enfants sont descendus juste là, puis Madame Benoît et l'entraîneur Martin les ont conduits vers les champs de blé pendant que je me rendais à la ferme avec Monsieur Berger. Je ne travaillais pas ce jour-là et je suis nouvelle ici, dit Marie. Mais j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Cela a dû être terrifiant. Tous ces enfants qui disparaissent. » Daniel acquiesce, une boule se formant dans sa gorge. Cela n'a toujours pas de sens. Comment 17 personnes ont-elles pu disparaître sans laisser de traces? Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes, les tiges de blé bruissant sous la brise légère. Daniel finit par demander « Sais-tu où était Denis ce jour-là? Il a dit qu'il était allé chercher du matériel de présentation dans la grange. » Marie pointe du doigt une grande structure au loin. « La grange, là-bas, c'est là que nous gardons une grande partie du matériel. Seul lui, Monsieur Berger et quelques ouvriers agricoles peuvent y entrer. »« On peut y aller ?» demande Daniel. Marie hésite. Il se peut qu'il soit fermé à clé. Denis a l'habitude de la garder fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée. J'aimerais quand même la voir, si c'est possible. Elles se dirigèrent vers la grange, une grande structure usée par les intempéries avec un toit en métal qui brillait au soleil. Comme Marie l'avait prévu, la porte principale était fermée par un lourd cadenas. Denis est le seul à avoir une clé, explique Marie. Monsieur Berger en a une de rechange, mais il l'utilise rarement. Daniel fit le tour de la grange, ses yeux scrutant le sol, les murs, à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Alors qu'elle s'approchait de l'arrière de la structure, quelque chose attira son attention. Un petit objet de couleur vive coincé sous la porte. Elle s'accroupit pour l'examiner. « Marie, regarde ça !» La jeune fermière la rejoignit, observant l'objet que Daniel extrayait avec soin, une plume différente de toutes celles qu'elle avait vues dans la faune locale. Elle était vivement colorée, dans des tons de bleu, de vert et d'or, avec des marques distinctives. « C'est étrange, » dit Marie en fronçant les sourcils. « Je n'ai jamais vu une telle plume dans le coin. Elle doit provenir d'un oiseau de passage. » Daniel retourne la plume dans sa main. Elle n'est pas originaire de Bretagne. Elle a l'air exotique. Elle rangea soigneusement la plume dans sa poche. En se levant, elle remarqua un chemin clôturé derrière la grange, non pavé, et envahi par la végétation, comme s'il était rarement utilisé. « Où cela mène-t-il » demanda-t-elle en montrant le chemin. Marie secoua la tête. « C'est interdit. Il ne mène qu'à une zone d'entretien à laquelle seuls certains employés ont accès, ainsi qu'à une vaste lande. Il n'y a rien d'intéressant derrière. » Daniel acquiesça, même si son instinct lui disait qu'il y avait plus que cela. Elle jeta un dernier coup d'œil à la grange avant de se détourner. Retournons dans le champ de blé.
Les pieds de Daniel crissèrent sur la terre sèche tandis qu'elle reprenait le chemin du champ de blé, l'étrange plume bien rangée dans sa poche. Marie la suivit, jetant de temps à autre un coup d'œil vers la grange, comme si elle craignait qu'elle ne soit prise en flagrant délit d'intrusion. Le rapport de police mentionne une route isolée derrière le champ de blé, dit Daniel. C'est là qu'il pense que le groupe est allé. Marie acquiesce. Il y a une route de service derrière. Elle ne fait pas officiellement partie de la propriété de la ferme, mais elle la borde. Est-ce qu'on peut la voir demande Daniel. Marie hésite. C'est un peu loin, et le soleil est assez intense aujourd'hui. S'il vous plaît, certes, j'ai besoin de voir tout ce que je peux avant que la police ne revienne demain. À contre-cœur, Marie la guida à travers le champ de blé, les hautes tiges créant un labyrinthe naturel autour d'elle. Le soleil de fin d'après-midi tapait sans relâche et Daniel sentait la sueur couler dans son dos. Après plusieurs minutes de marche, elles débouchèrent de l'autre côté du champ. Un étroit chemin de terre s'étendait dans les deux sens et disparaissait au loin. « Ah, c'est ici », dit Marie. Il est principalement utilisé par les véhicules agricoles et les fournisseurs. Elle rejoint l'autoroute à environ 5 km de là. Elle lui indique l'est. Daniel s'engagea sur la route, ses yeux scrutant tout ce qui était inhabituel. La terre était bien tassée, mais elle pouvait distinguer plusieurs traces de pneus qui sillonnaient la surface. « Cette route est-elle très fréquentée ?» demanda-t-elle en s'accroupissant pour examiner les traces de pneus. Des camions passent parfois par ici pour livrer des fournitures ou ramasser des récoltes, explique Marie. Monsieur Berger permet aux fermes voisines de l'emprunter également, car elle permet de réduire d'environ 20 minutes le trajet jusqu'à l'autoroute. Daniel se leva et fit quelques pas le long de la route. Elle remarqua un changement subtil dans la couleur du sol, une tache plus sombre qui s'étendait sur toute la largeur de la route. « Qu'est-ce que c'est ?» ?»« Le sol. » A l'air différent ici. Marie haussa les épaules. Probablement de l'huile ou de la boue. Les camions laissent échapper toutes sortes de choses. Avant que Daniel n'ait pu pousser plus loin ses recherches, le bruit de pas qui se rapprochait la fit se retourner. Denis se dirigeait vers elle à grands pas. Quelle l'expression indéchiffrable. « Madame Roux, Marie, dit-il, vous vous aventurez assez loin de la ferme principale. Je retrace les itinéraires possibles de cette journée, explique Daniel en se redressant. Le regard de Denis se porte sur la tache sombre de la route, puis sur Daniel. Il fait près de 32 degrés ici. Tu devrais revenir à la maison pour te rafraîchir avant d'attraper un coup de chaleur. Le téléphone de Marie sonna et elle s'éloigna pour répondre. Après une brève conversation, elle revint et s'adressa à Denis. « On a besoin de moi à la serre tout de suite. Il y a un problème avec le système d'irrigation. » Denis acquiesce. Denis acquiesça. « Je vais ramener Madame Roux à la maison. » Marie hésita, jetant un coup d'œil entre eux avant de se précipiter vers les bâtiments principaux de la ferme. « On y va ?» Denis fit un geste en direction de la ferme. Daniel le suivit à travers le champ de blé, Kay conscient de sa présence derrière elle. Lorsqu'ils débouchèrent de l'autre côté, la distance qui les séparait de la ferme lui sembla bien plus grande que dans son souvenir. À l'intérieur de la ferme, l'air conditionné était un soulagement bienvenu par rapport à la chaleur accablante. Denis la conduisit à la cuisine où il prépara 2 verres de café glacé. « Monsieur Berger a dû s'absenter », explique-t-il en posant un verre devant elle. « Un problème avec un fournisseur en ville. » Daniel but une gorgée de la boisson fraîche, reconnaissante pour le rafraîchissement. « J'apprécie que vous me fassiez visiter les lieux, Denis. Cela fait 8 semaines, mais j'ai l'impression que c'était hier. » « Vous avez traversé beaucoup d'épreuves, » observe Denis en l'étudiant par-dessus le bord de son verre. Les doigts de Daniel touchent distraitement la plume dans sa poche. « Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant à la grange, dit-elle en sortant la plume colorée. Elle était coincée sous la porte. As-tu déjà vu quelque chose de semblable ?» L'expression de Denis resta neutre, mais Daniel remarqua que sa main se resserra légèrement autour de son verre. « Non, je ne peux pas dire que j'en ai vu. Cela doit provenir d'un oiseau de passage. Il y en a de toutes sortes par ici pendant la saison des migrations. » « Cela semble trop exotique pour la faune locale, insiste Daniel. J'avais l'habitude d'emmener ma classe observer les oiseaux au printemps.
Je connais la plupart des espèces bretonnes et cet oiseau ne correspond à aucune d'entre elles. Denis haussa les épaules. La nature est pleine de surprises. Alors qu'il levait à nouveau son verre, Daniel remarqua sa montre, un modèle numérique élégant avec un rétroéclairage bleu distinctif. Quelque chose dans cette montre lui rappela quelque chose. C'est une montre intéressante, dit-elle avec désinvolture. J'en ai déjà vu une comme celle-là. Denis jeta un coup d'œil à son poignet. Denis jeta un coup d'œil à son poignet. Ce n'est rien de spécial, juste une montre bon marché que j'ai achetée au marché. Mais Daniel était certaine de l'avoir déjà vue. Le souvenir taquinait les bords de son esprit, refusant de se former complètement. Elles restèrent un moment dans un silence gênant, chacune observant l'autre. L'atmosphère dans la cuisine avait changé, la tension crépitait comme de l'électricité statique. La porte d'entrée s'ouvrit et Claude Berger entra, rompant cette étrange impasse. « Madame Roux, vous êtes toujours là. J'espère que Denis et Marie vous ont bien fait visiter les lieux. » « Ils l'ont fait, merci, » dit Daniel en se levant de son siège. Denis me parlait justement de la montre qu'il a achetée au marché. Berger jeta un coup d'œil au poignet de Denis, puis à Daniel, la confusion se lisant sur son visage. « Vous vouliez voir autre chose ?» Avant que Daniel ne puisse répondre, Denis prit la parole. « Elle a trouvé une plume près de la grange, probablement celle d'un oiseau migrateur. Puis-je utiliser vos toilettes avant de partir ?» demanda soudain Daniel. « Bien sûr, » répondit Berger. « C'est juste au bout du couloir, sous l'escalier, à côté du bureau de Denis. » Daniel les remercia et se dirigea vers le couloir, l'esprit en ébullition. Quelque chose ne tourne pas rond. La montre, la plume, la réaction de Denis lorsqu'il les avait trouvés près de la grange, tout lui semblait anormal. En passant devant le bureau de Denis, elle remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte. Par la fente, elle pouvait voir une cheminée sur le mur opposé. Une vue inhabituelle par une journée aussi chaude, d'autant plus qu'il semblait y avoir des flammes vacillantes à l'intérieur. Jetant un coup d'œil vers la cuisine pour s'assurer qu'elle n'était pas observée, Daniel poussa doucement la porte et se glissa à l'intérieur. La pièce était sobrement meublée, un bureau, un classeur et quelques chaises. Mais ce qui attira son attention fut bien la cheminée, où plusieurs papiers brûlaient activement. Daniel referma discrètement la porte derrière elle et s'approcha de la cheminée. À l'aide d'un tisonnier qui se trouvait à proximité, elle essaya de retirer avec précaution l'un des papiers des flammes. Il s'agissait d'un talon de reçu, mais le texte était déjà en grande partie consumé par le feu, ce qui le rendait illisible. Remettant le tisonnier en place, Daniel reporta son attention sur le bureau. Ah, une pile de papiers y trônait en désordre, d'autres talons de reçu et des relevés de transactions. Elle les feuilleta rapidement, notant les dates du mois en cours. Alors qu'elle s'approchait du bas de la pile, un reçu en particulier attira son attention, daté de 3 jours après l'excursion. Il fait état de la livraison d'une caisse de bétail à un chantier naval privé de Brest. Daniel fixe le document, son pouls s'accélère. Ah, pourquoi détruire des documents commerciaux? Des documents généralement conservés pendant des années à des fins fiscales. D'instinct, qu'elle plie soigneusement le reçu et le glisse dans sa poche. Elle eut juste le temps de remettre les autres documents à leur place avant de se précipiter dans la salle de bain voisine. Une fois à l'intérieur, elle verrouilla la porte, sortit son téléphone et photographia rapidement le reçu avant de l'envoyer à l'inspecteur Évrard avec un bref message expliquant où elle l'avait trouvé et ce qu'elle avait vu d'autre. Ses mains tremblaient lorsqu'elle remit le reçu dans sa poche. La plume, la montre qui lui semblait si familière, les dossiers brûlés. Rien de tout cela n'avait encore de sens. Mais elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle était tombée sur quelque chose d'important. En cherchant la plume exotique qu'elle avait découverte, Daniel se rendit compte qu'elle l'avait laissée à Denis. Après s'être lavé les mains pour faire semblant d'aller aux toilettes, Daniel prit une grande inspiration et retourna dans le couloir, prête à sortir avant que Denis ou Berger ne se doutent qu'elle avait fouiné. Daniel retourna dans la cuisine, s'efforçant de garder une expression neutre, malgré les battements de son cœur. Denis et Berger étaient engagés dans ce qui semblait être une conversation tendue, mais ils se turent lorsqu'elle entra.
Désolé de vous avoir fait attendre, dit Daniel, remarquant que leur conversation s'était tue à son approche. Je devrais probablement rentrer bientôt. Le détective a dit qu'il serait ici demain pour jeter un coup d'œil. Denis plisse les yeux. Vous avez quelque chose dans votre poche, dit-il, la voix basse mais suffisamment aiguë pour attirer l'attention. Berger regarda Denis, puis Daniel. Le cœur de Daniel s'emballa. Elle jeta un coup d'œil vers le bas et se rendit compte que le bord de la page du relevé de transaction dépassait encore. Elle ne l'avait pas plié correctement après l'avoir photographié dans la salle de bain un peu plus tôt. D'un geste rapide et désinvolte, elle l'enfouit dans sa poche, se forçant à sourire lorsqu'elle croisa le regard tendu et suspicieux de Denis. Denis et Berger échangèrent un regard rapide que Daniel ne manqua pas. Il y avait dans l'air une tension qui n'existait pas auparavant. « Merci pour votre hospitalité », dit Daniel en forçant un sourire. Berger acquiesça, l'air distrait. « Bien sûr, je suis heureux d'avoir pu vous aider. » Avant de partir, Daniel ajouta « Puis-je avoir la plume que j'ai trouvée ?»« Denis, je crois que je l'ai laissée ici avec toi. » Denis se racle la gorge. Denis se racle la gorge. Elle a été emportée par la brise à travers la fenêtre. C'est étrange, n'est-ce pas? Daniel acquiesça, bien qu'elle ne se souvînt pas d'une fenêtre ouverte ou d'une brise dans la cuisine. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, son regard se posa sur les pieds de Denis et un frisson lui parcourut l'échine. Les chaussures de course qu'il portait, blanches avec des rayures bleues distinctives, étaient identiques à celles que l'entraîneur Thierry Martin portait souvent à l'école. Elle s'en souvenait très bien, car Thierry avait déjà entraîné un mini-marathon de l'école maternelle avec ces mêmes chaussures, se vantant de leur confort pour les longues périodes de station debout. Et la montre, ça a fait tilt. L'entraîneur Thierry avait fièrement montré ce modèle exact plusieurs semaines avant l'excursion, en précisant qu'il avait économisé pour l'acheter. Le nom de la marque était distinct à l'époque, mais il semblait avoir été délibérément enlevé maintenant. Daniel sentit son cœur s'emballer. Comment Denis avait-il pu avoir les chaussures et la montre de Thierry? Elle se redressa, espérant que sa prise de conscience ne se voyait pas sur son visage. Il n'y a aucune trace de la montre. Comme vous l'avez dit, ce n'est probablement rien d'important. Vous semblez troublée, Madame Roux, observa Denis, dont les yeux ne quittaient pas le visage de la jeune femme. Vous vous êtes égarée tout à l'heure? J'ai remarqué que vous étiez partie depuis un bon moment. Juste des problèmes d'estomac, a menti Daniel en essayant de paraître décontracté. La journée a été stressante. Elle remarqua que le regard de Denis se posait sur sa poche où était caché le ticket de caisse. L'avait-il vu le prendre ou se méfiait-il simplement de son absence prolongée? La sonnerie aiguë de son téléphone rompit l'atmosphère tendue. Daniel l'attrapa à tâtons, voyant le nom de l'inspecteur Évrard s'afficher à l'écran. « Excusez-moi, je dois prendre ceci », dit-elle en s'écartant des deux hommes. Daniel, la voix de l'inspecteur Évrard était pressante. « Où es-tu en ce moment ?»« À la ferme de la vallée », répondit-elle en baissant la voix. « Je voulais juste jeter un coup d'œil avant votre visite de demain. » « Vous ne devriez pas y être seul. Le reçu que vous avez envoyé, nous l'avons retracé jusqu'à une livraison de bétail à Brest. Il est lié à une série de livraisons similaires au cours des derniers mois. C'est une information qui peut être dangereuse. » Daniel jette un coup d'œil à Denis, qui l'observe attentivement. « Je crois que tu as raison. Il y a autre chose. » Denis Quentin porte les chaussures et la montre du coach Thierry. J'en suis certaine. « Écoutez-moi bien, » dit l'inspecteur le ton grave. « Je veux que vous partiez immédiatement. Envoyez-moi tout de suite votre position en direct. Nous envoyons une équipe à vos coordonnées. » « Compris, » murmura Daniel en mettant fin à l'appel. Elle retourna auprès de Denis et Berger en faisant appel à ses meilleurs talents d'actrice. C'était un ami qui prenait de mes nouvelles. Je devrais vraiment y aller maintenant. Il se fait tard et j'ai une longue route à faire. Sitôt, Denis se rapproche. Quel dommage que la plume se soit perdue. Nous devrions peut-être la chercher à nouveau. D'ailleurs, pourquoi ne pas vous montrer l'intérieur de la grange? Tu en trouveras peut-être une autre. Berger fronce les sourcils. Denis, ce n'est pas nécessaire. Madame Roux a manifestement besoin de partir.
C'est absurde, insiste Denis en posant une main ferme sur le dos de Daniel. Cela ne prendra qu'un instant. Viens, je vais te la déverrouiller. La pression de sa main montrait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une suggestion. Daniel jeta un coup d'œil à Berger, espérant une intervention, mais le vieil homme semblait en conflit, l'incertitude traversant son visage usé par le temps. Ce serait intéressant, parvint Daniel, la bouche soudain sèche. Denis la guida à l'extérieur, sa poigne ne se relâchant pas tandis qu'il traversait la cour en direction de la grange. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur la propriété, la grange se profilant de manière inquiétante. « Vous savez, dit Denis, la curiosité n'est pas toujours récompensée, Madame Roux. Parfois, il vaut mieux ne pas regarder de trop près les choses qui ne vous concernent pas. » Ils atteignirent la porte de la grange et Denis sortit une clé, déverrouillant le lourd cadenas. La porte s'ouvrit dans un grincement sourd, révélant un intérieur sombre. « Après vous, » dit-il en faisant un geste vers l'intérieur. Daniel hésita, chaque instinct criant au danger. Mais avant qu'elle n'ait pu décider de fuir, la patience de Denis s'évanouit. Avec une force surprenante, il la poussa dans la grange. Daniel trébucha, manquant de tomber. Alors qu'elle reprenait son équilibre, elle entendit la voix de Berger derrière eux. « Denis, que fais-tu » Le fermier les avait suivis jusqu'à la grange, l'air alarmé. « Je m'occupe d'un problème, » répondit Denis froidement. « Tiens-la, Claude. Fais vite. » Berger sembla confus, mais s'exécuta, retenant les bras de Daniel, tandis que Denis saisissait ce qui ressemblait à une lanière de cuir sur un crochet proche. Avant qu'elle ne puisse crier, il lui avait lié les poignets et les chevilles, puis l'avait bâillonné avec un tissu. « Trouvez quelque chose pour l'attacher, » ordonne Denis à Berger, qui se saisit à contre-cœur d'un morceau de corde. « C'est allé trop loin, » marmonne Berger. Mais il suit les instructions et aide Denis à soulever Daniel pour la mettre dans une grande cage métallique située à l'arrière de la grange. Denis fouille dans la poche de Daniel, en extrait son téléphone et le reçu qu'elle a pris dans son bureau. Il éteint le téléphone et jette les deux objets de côté. « Le camion de livraison devrait arriver dans 7 minutes, » dit-il à Berger. « Nous devons être prêts. »« Qu'est-ce que vous faites » demanda Berger. « Cette femme est un handicap, » interrompit Denis. « Je l'ai vue entrer dans mon bureau par la fenêtre. Elle a dû voir les dossiers. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. » À travers le bâillon, Daniel ne pouvait pas parler, mais ses yeux s'écarquillaient à mesure qu'elle observait ce qui l'entourait. La grange, qui semblait ordinaire de l'extérieur, était remplie de caisses d'animaux de différentes tailles. Le sol est jonché de plumes colorées comme celles qu'elle a trouvées, un plumage exotique qui n'a rien à faire dans la Bretagne rurale. Près de sa cage, une chaussure d'enfant abandonnée était partiellement enfouie dans le foin. Sa petite taille et sa couleur bleue familière ne laissaient aucun doute. Elle appartenait à l'un de ses élèves. « C'est allé trop loin, » a répété Berger, la voix tremblante. « Trop fou. Ce n'est pas ce que j'avais en tête. Nous étions censés échanger des animaux, pas kidnapper des gens. »« Les plans changent, » dit froidement Denis. « Et maintenant, nous nous adaptons. » Le grondement lointain d'un camion en approche parvint à leurs oreilles et Denis se redressa. « Ils sont ici. Nous ne pouvons pas faire le transfert ici maintenant. Pas avec la police qui arrive demain. Dites-leur de tout emmener dans l'entrepôt situé au sud de la zone de maintenance, dans la lande, et rappelez-leur d'endormir à nouveau les animaux. » Il fait un geste vers la cage de Daniel. « Chargez-la aussi. Dites-leur de s'en occuper correctement. Pas de traces. » Berger eut l'air malade, mais n'objecta rien lorsque Denis se dirigea vers le camion qui arrivait. Resté seul avec Daniel, il évita de la regarder, son visage étant un masque de regret et de peur. « Je n'ai jamais voulu cela, » murmura-t-il, plus à lui-même qu'à elle. C'était censé être une activité secondaire, un revenu supplémentaire. Pas ça. Mais ces paroles n'apportèrent aucun réconfort, car Daniel entendit les pas lourds d'hommes qui entraient dans la grange pour l'emmener. Les hommes qui sont entrés dans la grange portaient des vêtements de travail banals, des jeans, des bottes et des t-shirts simples qui n'attiraient pas l'attention. Ils parlaient à voix basse, s'exprimant parfois en français lorsqu'ils examinaient les caisses et les cages. « C'est quoi ça ?» demanda l'un d'eux en pointant Daniel du doigt. « Daniel. » L'homme tendit une enveloppe à Denis. « Paiement pour ce mois.
Denis grogna et écarta l'homme d'un geste de la main. Emmenez-la à l'entrepôt avec les autres. Faites ce que vous voulez d'elle. Gardez-la silencieuse pour toujours s'il le faut, mais ne laissez pas de traces. Les hommes échangèrent un regard avant d'acquiescer. À l'aide d'un élévateur hydraulique, ils chargèrent la cage de Daniel sur un chariot et la transportèrent à l'extérieur jusqu'à un grand camion banalisé dont le moteur tournait au ralenti. Depuis sa cage, Daniel a pu apercevoir l'intérieur du camion tandis qu'il se préparait à la charger. D'autres cages se trouvaient déjà à l'intérieur, recouvertes de bâches qui se déplaçaient parfois, révélant des éclats de plumage et d'écailles exotiques. Dans un coin, elle vit ce qui semblait être un gros chat sous sédatif, dont le pelage tacheté était reconnaissable même dans la lumière déclinante. Les hommes fixèrent sa cage à l'intérieur du camion, puis retournèrent à la grange pour prendre les caisses restantes. Daniel se débattait contre ses liens, mais il tenait bon. Le plancher métallique de la cage lui mordait la peau, tandis que la suspension du camion se balançait à chaque nouveau chargement. Une fois que tout fut sécurisé, les hommes fermèrent les lourdes portes du camion, plongeant l'intérieur dans une quasi-obscurité, à l'exception de minces filets de lumière filtrant à travers les grilles d'aération. Le moteur rugit de plus belle, et Daniel sentit le véhicule avancer, l'emportant loin de la ferme et de tout espoir de secours immédiat. Le voyage était torturant, chaud, sans air et ponctué de temps à autre par des bruits étouffés d'animaux en détresse. Daniel perdit la notion du temps, ses pensées étant embrouillées par la peur et la température croissante à l'intérieur du camion non ventilé. La route finit par changer, devenant plus accidentée, le camion rebondissant et cahotant à mesure qu'il quittait les surfaces pavées. À travers les grilles d'aération, Daniel pouvait voir qu'il traversait des landes, probablement la région du sud dont Denis avait parlé. Après ce qui lui sembla être des heures, mais peut-être moins, le camion ralentit et s'arrêta. Le moteur s'éteint et quelques instants plus tard, les portes arrière s'ouvrent. « Prenez d'abord la cage de la femme », ordonna l'un des hommes de la ferme que Daniel reconnut. Ensuite, les reptiles qui sont les plus touchés par la chaleur. Plusieurs hommes s'approchèrent de la cage, la glissèrent sur un chariot et la firent rouler dans ce qui semblait être un grand entrepôt. Le bâtiment était faiblement éclairé et empestait les déchets d'animaux et la peur. Des cages étaient alignées le long des murs, dont beaucoup contenaient des espèces exotiques dans divers états de détresse. Ils ont placé la cage de Daniel contre un mur éloigné, à l'écart de la zone de chargement. Les hommes retournent ensuite au camion, Kay décharge les autres caisses et les dispose dans l'entrepôt. « Qu'est-ce que Denis a dans la tête en nous envoyant un humain ?» murmure l'un des hommes dans un français accentué. « Cela complique tout. »« Il a dit de se débarrasser d'elle, » répondit un autre, que Daniel reconnut comme l'un des hommes qui avait été à la ferme. « Ils veulent qu'elle parte. » Un troisième homme, plus âgé et plus autoritaire, secoua la tête en signe de frustration. Qu'est-ce qu'ils ont, ces fermiers? D'abord les écoliers le mois dernier, et maintenant ça. Cela devient trop risqué. Le cœur de Daniel a battu la chamade à la mention des enfants. Ces enfants étaient un cauchemar, reconnaît le premier homme. Trouver un trafiquant prêt à les prendre était déjà assez difficile, et il fallait en plus s'occuper de ces deux enseignants. Les enterrer dans la lande, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Au moins, les enfants sont rentables, dit le plus âgé avec pragmatisme. Une fois que nous les aurons sortis du pays, Victor récupérera son investissement au décuple. Si nous parvenons à les faire sortir, dit un autre, les patrouilles de police ont augmenté le long des routes maritimes. C'est pourquoi la dernière cargaison a dû faire demi-tour vers Brest. L'homme le plus âgé s'est approché de la cage de Daniel, l'étudiant avec un détachement froid. Nous devons l'endormir. Elle en a déjà trop entendu. Qu'est-ce qu'on utilise pour un humain ? Demande l'un des jeunes hommes. Nous nous occupons habituellement des animaux. Je ne sais pas, admet le plus âgé, juste assez pour la faire taire. L'un d'eux partit et revint avec un plateau contenant une seringue remplie d'un liquide transparent. Ça devrait marcher, tenez-la tranquille. Ils déverrouillèrent la porte de la cage et s'occupèrent de Daniel. Malgré ses membres ligotés, elle se débattit, donnant des coups de pied et se débattant du mieux qu'elle pouvait.
Son pied heurta le menton de l'un des hommes, le faisant trébucher en arrière. Il lâcha la seringue qui se brisa sur le sol en béton, son contenu se répandant inutilement. « Regardez ce que vous avez fait !» s'emporte le plus âgé. « Ce sédatif coûte cher. Nous n'avons pas le temps pour ça », se plaint un autre. « Ah, le patron attend des nouvelles et nous devons encore préparer la cargaison d'oiseaux. » L'homme que Daniel avait frappé lui lança un regard noir. « Donnez-moi juste une autre dose. Je m'assurerai qu'elle la reçoive cette fois-ci. » Un employé plus jeune est revenu avec une deuxième seringue. Cette fois, 3 hommes maîtrisent Daniel, tandis que le 4e s'approche avec l'aiguille. En dépit de ses efforts, elle a senti la piqûre de l'aiguille pénétrer sa peau, suivie d'une sensation de brûlure lorsque la drogue a pénétré dans son sang. Cela devrait la calmer, dit l'homme en retirant l'aiguille. Mais, dans sa précipitation, il n'a pas fait attention. La seringue n'avait pas été complètement enfoncée, et une partie du liquide s'est répandue lorsque le mouvement de Daniel a libéré l'aiguille. Les hommes ont refermé la cage et se sont éloignés, discutant de la marche à suivre. « Le patron n'aimera pas gaspiller ses ressources sur un autre humain », dit le plus âgé. « Après ces écoliers, il nous a dit de nous en tenir aux animaux. Moins de chaleur, plus de profit. » En parlant de ses enfants, dit un autre, sont-ils encore en vie ? Aux dernières nouvelles, ils étaient retenus dans cette usine de transformation du poisson abandonnée près du port de Brest. Ils étaient censés partir pour l'Afrique du Nord le mois dernier, répond l'homme plus âgé. Mais l'intensification des patrouilles maritimes a contraint le navire à faire demi-tour. Victor a décidé de les garder cachés jusqu'à ce que la route de contrebande s'éclaircisse. Daniel lutta pour rester consciente alors que le sédatif commençait à faire effet. Sa vision se brouille, se dédouble et se triple, tandis qu'elle s'efforce de se concentrer sur les visages des hommes. Leur voix semblait venir de loin, mais elle pouvait encore distinguer leurs mots. 15 enfants de maternelle retenus prisonniers quelque part près du port de Brest, vivant au moins à partir de cette conversation, mais sans Madame Benoît et l'entraîneur Martin, que ces hommes avaient apparemment tués et enterrés dans la lande. Le son lointain des sirènes de police a traversé l'entrepôt, figeant les hommes. « Merde, comment ?» s'exclame l'un d'eux. « Quelqu'un a dû parler », dit l'homme le plus âgé d'un ton sombre. « Nous devons partir maintenant. »« Et les animaux ?» demande l'un des jeunes travailleurs. « Nous n'avons pas le temps de les charger. Sauvez vos vies. Le patron comprendra. » Un homme pousse un juron, accusant Denis et Berger d'être responsables de la situation. C'est de leur faute, pas de la nôtre. Ils se précipitent vers la sortie, s'entassent dans le camion dans lequel ils sont arrivés. Le moteur se mit à rugir et Daniel entendit le véhicule s'éloigner à toute vitesse de l'entrepôt au moment où les premières voitures de police s'arrêtaient à l'extérieur. Daniel vit la porte de l'entrepôt s'ouvrir et des officiers en uniforme entrer en trombe, armes au poing. Certains ont poursuivi leur chemin dans le bâtiment, tandis que d'autres se sont arrêtés pour vérifier les cages des animaux en détresse. L'un d'entre eux s'est approché de la cage de Daniel et a cassé le cadenas avec une pince coupante. « Nous avons une femme ici », annonce-t-il. « Elle est vivante, mais sous sédatif. » Alors que des mains douces la sortent de la cage, Daniel se bat pour rester consciente assez longtemps pour partager ce qu'elle a appris. Daniel s'est battue pour rester consciente alors que les officiers la transportaient de l'entrepôt à une voiture de police qui l'attendait. D'Aver, l'air de la lande lui semblait frais après la chaleur étouffante de l'entrepôt, mais son soulagement était tempéré par l'urgence de ce qu'elle venait d'apprendre. « Les enfants », marmonne-t-elle à travers des lèvres engourdies. « L'usine de poissons de Brest. »« Calmez-vous, madame », dit l'officier qui la soutient. « Les secours sont en route. Ils l'ont installée sur la banquette arrière d'une voiture de patrouille, la vitre baissée pour donner de l'air frais. » À travers sa vision floue, Daniel pouvait distinguer les formes des agents qui sécurisaient le périmètre et d'autres qui enquêtaient sur les cages d'animaux exotiques. Quelques minutes plus tard, une unité paramédicale est arrivée, sirène hurlante, à côté de la voiture de police où Daniel se reposait. 2 ambulanciers s'approchent rapidement, munis de kits médicaux. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demande l'ambulancière en s'agenouillant à côté de Daniel.
Les contrebandiers lui ont injecté une sorte de sédatif, explique l'officier. Le même produit qu'ils utilisent sur les animaux qu'ils transportent. L'ambulancier vérifie les signes vitaux de Daniel pendant que son partenaire prépare une injection. Le pouce est régulier mais lent. Pupille dilatée, la fréquence respiratoire a diminué. Cela correspond à la prise de tranquillisants pour animaux sauvages. Nous allons lui administrer de la naloxone. C'est un antagoniste qui devrait neutraliser la plupart des sédatifs s'ils sont à base d'opioïdes, ce qui est le cas de nombreux tranquillisants pour animaux sauvages. Daniel a senti la piqûre aiguë dans son bras, suivie d'une chaleur diffuse. En quelques minutes, le brouillard dans son esprit a commencé à se dissiper, sa vision s'est progressivement éclaircie et ses pensées sont devenues plus cohérentes. C'est mieux, observe l'ambulancier en constatant l'amélioration de la vigilance de Daniel. Comment vous sentez-vous maintenant? Je suis plus présente, mais j'ai encore des vertiges, dit Daniel d'une voix plus forte. Merci. L'inspecteur Évrard est apparu à la fenêtre de la voiture, le visage empreint d'inquiétude. Madame Roux, vous m'entendez? Daniel acquiesça, le contrepoison agissant rapidement pour effacer les effets du sédatif. Les enfants sont vivants. Quoi? Où? Ah, le détective se pencha plus près. Avec de plus en plus de clarté, Daniel raconta ce qu'elle avait entendu. Les 15 enfants de maternelle étaient détenus dans une usine de transformation du poisson, abandonnée près du port de Brest, en attendant d'être transportés hors du pays. Ils ont tué les enseignants, ajoute-t-elle, la voix brisée. Ils les ont enterrés dans la lande. L'expression de l'inspecteur Évrard se durcit. Nous les retrouverons, les enfants et les restes des professeurs. Il se détourna brièvement lorsqu'un autre officier s'approcha pour faire son rapport. Monsieur, le camion a été appréhendé à 10 km au sud. 4 suspects en garde à vue. Bien, a répondu l'inspecteur. Tenez-moi au courant. Se tournant à nouveau vers Daniel, il expliqua. Lorsque nous sommes arrivés à la ferme, Berger et Denis tentaient de s'enfuir. Berger s'est rendu immédiatement et a accepté de nous conduire ici. Denis a résisté et a été placé en garde à vue. Daniel se redressa à l'antidote, continuant à nettoyer son organisme. Berger a dit qu'ils étaient censés faire du commerce d'animaux, pas kidnapper des gens. L'inspecteur Évrard a hoché la tête d'un air sombre. D'après ce que nous avons rassemblé, cet entrepôt sert de point de transit pour la contrebande d'animaux exotiques. Il stocke les animaux ici, change de véhicule, puis les transporte vers des points d'expédition le long de la côte pour une distribution internationale. Un autre agent s'approche, tenant une petite pince à cheveux roses. « Monsieur, nous avons trouvé ceci à l'intérieur. Elle appartient à un enfant. » L'inspecteur l'examine avant de la montrer à Daniel. « Vous la reconnaissez ?» L'esprit beaucoup plus clair, Daniel l'identifie immédiatement. Zoé Garnier. Elle le portait tous les jours. L'inspecteur Évrard se tourne vers son équipe et donne des ordres rapides. Contactez immédiatement le port autonome de Brest et les forces de l'ordre locales. Nous devons localiser l'usine de transformation du poisson abandonnée avant que les passeurs ne déplacent les enfants. Envoyez l'équipe chargée des preuves ici et demandez un contrôle des animaux pour ces espèces exotiques. Il se tourne à nouveau vers Daniel. Les hommes qui sont échappés dans le camion pourraient alerter leur patron. Si c'est le cas, il y a une chance qu'ils déplacent les enfants. Nous sommes dans une course contre la montre. L'ambulancier vérifie à nouveau les signes vitaux de Daniel. Elle se stabilise bien, mais nous devrions la transporter au poste pour une surveillance plus poussée. L'antagoniste que nous lui avons administré est temporaire. Elle aura besoin de soins médicaux appropriés pour métaboliser complètement le sédatif. Daniel acquiesça, reconnaissante de la clarté que l'antidote lui avait apportée. « Je veux aider. Ce sont mes élèves. Vous en avez fait plus qu'assez, » lui assura l'inspecteur Évrard. « Vous avez besoin de soins médicaux continus. Nous nous en occuperons à partir d'ici. » Comme s'il s'agissait d'un moment précis, la radio de la voiture de police grésilla avec une mise à jour. Équipe Delta à la base, suspect appréhendé. Je répète, le camion a été arrêté et les 4 suspects sont en garde à vue. Une vague de soulagement envahit Daniel. Il tenait les passeurs. Il ne leur restait plus qu'à retrouver les enfants, avant que d'autres membres du réseau de trafiquants ne les déplacent.
Ah, l'inspecteur Évrard lui serra l'épaule d'une manière rassurante. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, nous allons vous emmener au poste où le personnel médical pourra continuer à vous surveiller. Berger est transporté séparément. Je reste ici pour coordonner les recherches. Daniel voulut protester, insister pour participer à la recherche de ses élèves, mais les ambulanciers furent fermes. Si l'antidote avait temporairement libéré son esprit, le sédatif d'origine était toujours présent dans son organisme et nécessiterait des soins médicaux appropriés pour être complètement éliminé. Alors que les agents se préparent à la ramener au poste, l'inspecteur Évrard fait une dernière promesse. Nous les trouverons, Daniel, et nous les ramènerons à la maison. Daniel acquiesça, reconnaissante que l'antidote lui ait permis de transmettre clairement l'information critique. Alors que la voiture s'éloignait de l'entrepôt, elle remercia silencieusement les ambulanciers de lui avoir donné la clarté dont elle avait besoin au moment le plus important. Daniel est arrivé au poste de police alerte, mais épuisé, l'antagoniste naloxone ayant réussi à contrer une grande partie des effets du sédatif. Un technicien médical a immédiatement pris en charge ses soins et lui a posé une perfusion dans une petite salle d'examen. Cela permettra d'évacuer le reste du sédatif de votre organisme, explique la technicienne, une femme d'âge moyen au regard bienveillant. L'antagoniste que les ambulanciers vous ont administré agit rapidement, mais temporairement. Cette intraveineuse aidera votre corps à tout évacuer. Daniel acquiesça, reconnaissante de la clarté que l'antidote lui avait apportée. Combien de temps vais-je devoir rester ici? Quelques heures tout au plus. Nous surveillerons vos signes vitaux pour nous assurer que tout revient à la normale. Le technicien vérifie la tension artérielle de Daniel. Vous avez de la chance qu'il ne vous ait pas donné une dose complète. Les sédatifs pour animaux sauvages peuvent être extrêmement dangereux pour les humains. Daniel reste concentré sur ses élèves. A-t-on des nouvelles des enfants? Je n'ai pas cette information, répond le technicien en ajustant le débit de l'intraveineuse. Mais je peux dire aux officiers que vous êtes réveillés et alertes. Ils attendent de prendre votre déposition complète. S'il vous plaît, faites-le. Je veux vous aider du mieux que je peux. Le technicien acquiesce et quitte la pièce. Quelques instants plus tard, une femme officier est entrée, portant une tablette et un appareil d'enregistrement. « Madame Roux, je suis l'officier Martin. Je suis heureuse de voir que vous allez mieux. » Les ambulanciers ont pris la bonne décision avec cet antagoniste. Vous sentez-vous prête à faire votre déposition? Daniel s'est redressé, la perfusion tirant légèrement sur son bras. Tout à fait. Je veux vous dire tout ce que j'ai vu et entendu. Pendant l'heure qui suivit, elle raconta tout ce qui s'était passé depuis son arrivée à la ferme de la Vallée cet après-midi-là. Trouver la plume, découvrir le reçu dans le bureau de Denis, reconnaître la montre et les chaussures de Coach Thierry, et enfin ce qu'elle avait entendu à l'entrepôt à propos de l'emplacement des enfants. L'agent Martin a pris des notes détaillées, posant de temps en temps des questions de clarification. Alors que Daniel termine son récit, un autre policier entre dans la pièce. « Excusez-moi, dit-il en s'adressant à son collègue. Nous avons reçu une mise à jour de l'équipe de terrain. Les enfants ont été localisés et mis en sécurité dans l'usine de transformation du poisson abandonnée à Brest. Ils sont en train d'être transportés ici. » Le cœur de Daniel bondit. Ils les ont retrouvés? Tous? Ils vont bien? L'officier acquiesce. Les 13 enfants survivants ont été retrouvés. Ils semblent mal nourris et traumatisés, mais n'ont pas de blessures physiques graves. Ils devraient arriver dans quelques heures. 13, répéta Daniel, la voix brisée. Pas 15. L'agent Martin échange un regard avec sa collègue avant de répondre gentiment. Je suis désolé, Madame Roux. Selon les premières informations, 2 enfants n'ont pas survécu à l'enlèvement initial. Nous en saurons plus à l'arrivée des enfants et de l'équipe de secours. Daniel ferme les yeux, le chagrin l'envahit. 2 de ses élèves, disparus à jamais, ainsi que Madame Benoît et l'entraîneur Martin. La victoire de retrouver les survivants est tempérée par le poids de ses pertes. Les parents sont au courant? Demande-t-elle. Ils sont en train d'être contactés, confirme l'officier Martin. Beaucoup sont déjà ici, attendant dans les salles familiales. Nous leur avons demandé d'être patients pendant que nous nous occupons des enfants et que le personnel médical les examine.
Daniel acquiesça, comprenant les protocoles, mais imaginant l'agonie des parents qui attendaient. Qu'en est-il des hommes qui les ont enlevés, de Denis et de Berger? Ils sont tous en garde à vue, lui assure l'officier. Les passeurs ne disent pas encore où ils ont enterré les professeurs, mais avec les preuves que nous avons et la coopération de Berger, nous nous attendons à des aveux complets bientôt. Danielle est restée silencieuse pendant un moment, analysant tout ce qui se passait. Puis elle a demandé « Puis-je voir les enfants quand ils arriveront? Ils me connaissent. Je pourrais peut-être les aider à se sentir en sécurité. » L'agent Martin acquiesce. « Je parlerai à l'inspecteur Évrard à son retour. Pour l'instant, le médecin veut que vous vous reposiez un peu plus longtemps pendant que l'intraveineuse se termine. » Après le départ des agents, Danielle est restée assise sur le lit d'examen, l'esprit en ébullition malgré son épuisement physique. 13 enfants sauvés, mais 2 perdus à jamais. Leurs visages défilaient dans son esprit. Lesquels avait-elle perdus? Quelle famille allait recevoir la pire des nouvelles? Le technicien médical revint la voir et constata avec satisfaction que ses signes vitaux s'étaient normalisés. La perfusion est presque terminée. Vous réagissez bien au traitement. Quand pourrais-je sortir? Daniel demande. Le médecin veut vous examiner encore une fois, mais je pense que vous serez libre de vous déplacer dans la station dans l'heure qui suit. Les heures suivantes se sont écoulées, Daniel retrouvant peu à peu toutes ses forces. Une fois que le médecin l'a autorisée, elle reçoit un badge de visiteur et est autorisée à attendre dans le couloir à l'extérieur des salles familiales. Les parents arrivent par vagues, le visage empreint d'espoir et de crainte, tandis qu'ils sont dirigés vers des salles d'attente séparées. Certains regardaient encore Danielle lorsqu'ils l'apercevaient, leur méfiance n'étant pas encore effacée par le rôle qu'elle avait joué dans la recherche de leurs enfants. Enfin, à l'aube, Danielle entendit le vacarme des véhicules arrivant à l'extérieur du commissariat. Installée sur une chaise du couloir, elle observa les officiers et le personnel médical qui se préparaient à accueillir les enfants sauvés. La porte du commissariat s'est ouverte et les premiers enfants sont entrés, de petites silhouettes effrayées escortées par des officiers et des travailleurs sociaux. Ils étaient maigres et pâles, les yeux écarquillés par la confusion et la peur persistante. L'un d'eux aperçoit Danielle. « Madame Roux !» s'écria une petite voix et, soudain, Antoine Lefebvre se détacha de son escorte et courut vers elle, le visage illuminé par la reconnaissance. Danielle s'accroupit et ouvre les bras, tandis qu'Antoine la serre désespérément dans ses bras. « Tu vas bien » murmure-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Tu es en sécurité maintenant. » D'autres enfants l'ont remarqué, et malgré les efforts des policiers pour maintenir l'ordre, ils se sont précipités vers leur professeur, l'entourant de leurs petits bras et de leurs visages baignés de larmes. Danielle les soutient du mieux qu'elle peut, murmurant des paroles rassurantes et luttant contre ses propres sanglots. Une porte s'ouvre au bout du couloir et l'inspecteur Évrard en sort, le visage épuisé mais soulagé. Voyant Danielle entourée des enfants, il s'approcha lentement. « Madame Roux, dit-il doucement, il faut que nous parlions. » Danielle acquiesce et se dégage doucement de l'étreinte des enfants, tandis que les officiers et les assistantes sociales les guident vers les salles d'examen médical. « Je vous reverrai bientôt, » leur promit-elle. « Les médecins doivent d'abord vous examiner, puis vous verrez vos parents. » Suivant le détective Évrard, dans une salle privée, Danielle se prépara à ce qui allait suivre. Le récit complet de ce qui était arrivé à ses élèves et les détails dévastateurs de ceux qui n'étaient pas rentrés chez eux. L'inspecteur Évrard ferma la porte derrière eux et fit signe à Danielle de s'asseoir. Les cernes sous ses yeux témoignaient de la longue nuit qu'il avait endurée. Mais il y avait une satisfaction tranquille dans son expression, le regard d'un homme qui avait accompli quelque chose de significatif malgré le prix à payer. « Tout d'abord, commença-t-il, je tiens à vous remercier. Sans votre instinct et votre courage, nous n'aurions peut-être jamais retrouvé ces enfants. » Danielle secoue la tête. « Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste remarqué des choses qui semblaient anormales. »« Vous avez remarqué et vous avez agi, » rétorque l'inspecteur. « C'est plus que ce que la plupart des gens feraient, surtout après avoir été traités comme des suspects pendant des semaines. »
Il s'assit en face d'elle, sa posture se détendant légèrement. Nous avons arrêté toutes les personnes impliquées dans l'opération de contrebande, y compris leur patron, un certain Victor Leclerc, qui est dans notre collimateur depuis des années. Il dirigeait l'un des plus grands réseaux de contrebande d'animaux exotiques de la région atlantique. Daniel se penche en avant. Que s'est-il passé ce jour-là à la ferme? L'inspecteur Évrard consulte ses notes. D'après ce que nous avons appris des enfants et des contrebandiers que nous avons interrogés, il s'agit d'une terrible affaire de présence au mauvais endroit au mauvais moment. Il a expliqué que la ferme de la vallée servait depuis plus d'un an de point de transit pour la contrebande d'animaux sauvages exotiques. Claude Berger avait accepté de laisser les contrebandiers utiliser sa propriété, en particulier la grange et la route isolée, en échange d'une rémunération pensant qu'il s'agissait simplement d'un moyen de compléter les revenus de sa ferme en difficulté. Denis Quinton, quant à lui, était plus impliqué, coordonnant directement le réseau de contrebande et recevant des paiements plus importants pour son rôle. Le jour de l'excursion, une livraison était en cours par la route secondaire près du champ de blé, poursuit l'inspecteur. Un enfant, Antoine en fait, a déclaré avoir vu ce qu'il a appelé un chat noir géant endormi, qui était probablement un jaguar ou une panthère sous sédatif. Une fillette a crié, alertant les contrebandiers de leur présence. Il marque une pause, l'air grave. Dans le chaos qui a suivi, l'un des camions des contrebandiers qui tentait de s'échapper a heurté un enfant. Les enfants nous ont dit qu'il s'appelait Julien Moreau. Il est mort sur le coup. Daniel se couvre la bouche, les larmes lui montent aux yeux. Julien, brillant, énergique, obsédé par les dinosaures, est toujours le premier à se porter volontaire comme chef de file. Elle repense à la tache sombre le long de la route de service et à la façon dont Denis a essayé de l'en éloigner. Les contrebandiers ont paniqué, a poursuivi l'inspecteur Évrard. Ils ne pouvaient pas risquer d'avoir des témoins, en particulier des enfants qui avaient vu leur visage et leur cargaison illégale. Pendant le transport forcé vers leur entrepôt, une jeune fille nommée Amélie Dubois a souffert d'une crise d'asthme provoquée par la peur et le stress. Sans son inhalateur, ni les soins médicaux appropriés, elle n'a pas survécu. Amélie, murmure Daniel. Douce, calme, avec son écriture soignée et sa collection de pinces à cheveux. Les passeurs ont tué Madame Benoît et l'entraîneur Martin immédiatement, les reconnaissant comme des adultes qui pouvaient les identifier. Ils ont enterré leur corps quelque part dans la lande. Nous essayons toujours d'obtenir des suspects l'emplacement exact. Et les sacs à dos? Vous avez dit qu'ils avaient été jetés. L'inspecteur Évrard acquiesce. Les sacs à dos ont été lestés et jetés dans la baie il y a seulement quelques jours. Pas juste après l'enlèvement, mais beaucoup plus récemment. Nous pensons qu'il s'agit d'une tentative de dissimuler de fausses preuves ou d'induire délibérément en erreur l'enquête à un stade ultérieur, peut-être pour détourner les soupçons d'eux-mêmes. Daniel s'efforce de comprendre l'horreur de la situation. Mais pourquoi garder les enfants en vie s'ils étaient prêts à tuer les enseignants? Selon l'un des passeurs qui coopèrent, à Leclerc, Leclerc a vu une opportunité. Au lieu de se débarrasser d'autres corps et de risquer d'être découvert, il a décidé de reconvertir les enfants en les vendant à des trafiquants internationaux, en les présentant comme des mineurs sans papier que personne ne chercherait à retrouver. Le dégoût du détective était évident dans sa voix. Il prévoyait de les faire sortir clandestinement de la même manière qu'il transportait des animaux exotiques, par les voies maritimes vers l'Afrique du Nord où ils seraient remis à d'autres réseaux criminels. Mais le renforcement des patrouilles maritimes les a contraints à faire demi-tour. Daniel se souvient de ce qu'elle a entendu. Exactement. Les douanes françaises avaient intensifié la surveillance des voies maritimes à la suite de plusieurs tentatives de trafic d'animaux sauvages interceptées. Le navire qui transportait les enfants a dû rentrer au port et Leclerc a décidé de les cacher dans l'usine de transformation abandonnée jusqu'à ce que la chaleur retombe. Daniel essuie ses larmes. Comment des gens peuvent-ils faire ça? C'est une industrie de plusieurs milliards d'euros, explique l'inspecteur Évrard.
Le trafic d'espèces exotiques rivalise avec la contrebande de drogue en termes de rentabilité. Avec des sanctions bien moins sévères, les jaguars peuvent atteindre des centaines de milliers d'euros sur le marché noir. Les oiseaux rares, les reptiles et même certains insectes atteignent des prix astronomiques auprès de collectionneurs qui ne se soucient ni de la légalité, ni de la conservation. Il secoue la tête avec dégoût. Ces opérations commencent souvent avec des animaux, mais s'étendent à d'autres produits de contrebande, armes, drogues, voire personnes. Tout est question de profit. Daniel pensa à Berger et à Denis, un homme qui s'était laissé dépasser par les événements et un autre qui avait embrassé les ténèbres. Qu'est-ce qui va leur arriver? Berger et Denis? Berger coopère pleinement, mais il devra faire face à des accusations importantes. Denis risque plusieurs peines de prison à vie, participation à un trafic, enlèvement et complicité de meurtre. Daniel acquiesça puis posa la question qui lui brûlait les lèvres. Les enfants, comment vont-ils? Que leur ont fait ces gens? Physiquement, ils sont mal nourris mais pas gravement blessés. Ils ont été mis sous sédatifs la plupart du temps pour qu'ils restent calmes et dociles. Psychologiquement. Il s'est interrompu. Ils ont subi un traumatisme qu'aucun enfant ne devrait vivre. Ils auront besoin d'un soutien important. Et les parents, ils sont avec leurs enfants maintenant? Les retrouvailles ont été. Il a marqué une pause, l'émotion fissurant brièvement son attitude professionnelle. Puissante, même si pour deux familles, il n'y aura que du chagrin. Daniel regarda ses mains, imaginant l'angoisse des familles de Julien et d'Amélie et le mélange compliqué de joie et de traumatisme que vivaient les autres parents. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les enfants seront rendus à leur famille une fois les examens médicaux terminés. Il y aura des enquêtes et des procès en cours. C'est loin d'être terminé, mais le plus important, retrouver les survivants, a été accompli. Daniel acquiesça, se sentant à la fois vidée et plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Puis-je les revoir avant qu'ils ne partent? Bien sûr, acquiesça l'inspecteur Évrard. Ils vous ont réclamé. Ils quittèrent la pièce ensemble, se dirigeant vers la zone où les familles retrouvaient leurs enfants. Lorsqu'ils entrèrent dans la grande salle de conférence qui avait été réaménagée pour ces réunions, Daniel fut immédiatement repéré par plusieurs enfants qui l'appelèrent par son nom. Les parents qui s'étaient méfiés d'elle pendant des semaines la regardaient maintenant d'un œil nouveau, certains avec gratitude, d'autres avec un ressentiment persistant qui mettrait du temps à se dissiper. Daniel comprenait leurs émotions complexes et ne les prenait pas personnellement. Elle s'est déplacée dans la pièce, s'agenouillant pour parler à chaque enfant, lui apportant du réconfort et un lien familier au milieu du chaos qu'ils avaient enduré. Un petit garçon lui a raconté avoir vu une boîte avec un crocodile à l'intérieur, tandis qu'une fillette a murmuré que les hommes les avaient terrifiés, les menaçant constamment. « Si vous parlez, vous ne rentrerez jamais chez vous. » Daniel leur a assuré qu'ils étaient en sécurité, répétant ces mots comme un mantra. Vous rentrez chez vous avec vos familles et ces hommes ne pourront plus jamais vous faire de mal. Certains parents l'ont remercié en pleurant, d'autres ont gardé leur distance, trop bouleversés par le retour de leurs enfants, pour comprendre le rôle de Daniel. Elle a compris que la guérison prendrait du temps pour toutes les personnes concernées. En serrant chaque enfant dans ses bras, Daniel n'a ressenti aucun sentiment d'héroïsme ou d'accomplissement. Elle ne les avait pas sauvés, pas vraiment. Elle avait simplement refusé d'arrêter de chercher, refusé d'accepter qu'ils aient parti pour toujours. Le vrai travail, aider ses enfants à se remettre de leur épreuve, ne faisait que commencer. En traversant la gare une dernière fois, Daniel s'est arrêté pour regarder les familles qui se préparaient à ramener leurs enfants à la maison. L'image de ces 13 survivants serrant la main de leurs parents et portant le poids invisible de leur expérience restera à jamais gravée dans sa mémoire, tout comme l'absence des 4 qui ne reviendront jamais. Peut-être trouvera-t-elle un jour le moyen de se pardonner de ne pas avoir été présente lorsque ses élèves avaient le plus besoin d'elle. Peut-être que les parents lui pardonneront aussi. Pour l'instant, il suffisait que 13 enfants perdus aient été retrouvés, que des familles déchirées aient été réunies, et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle,
ait enfin été révélée. En sortant sous le soleil du matin, Daniel portait à la fois le fardeau de ce qui s'était passé et l'espoir de ce qui était encore possible, la guérison, la justice et finalement la paix.